Nous retrouvons à présent Bébé Kodjo Kambou pour la revue de presse. Bonjour Kambou. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et qu'est-ce qui a marqué l'actualité? Alors, pour le savoir, parcourons les unes des parutions que nous avons sous la main. À commencer par l'Observateur Palga ce matin. À la une de l'Observateur Palga, on peut lire ceci. 8e congrès ordinaire du CDP, Edi prend les pleins pouvoirs. Affaires étrangères, la dame de fer enfile un gant de velours diplomatique. Procès Thomas Sankara, la FIMAT n'a jamais été désarmée, c'est selon Ambroise Diarra, un témoin. Arpenter l'art contemporain, Alceni sous le feu des projecteurs. 18e Grand Prix cycliste SND, Paul Daumont évidemment. RPD, LAT met la machine en route. Donc LAT pour parler de Luc Adolphe Thiaou. À la une du quotidien Le Pays, l'on apprend ceci. Audience des médias, la gratitude du journal Le Pays à l'endroit des intellectuels, des cadres supérieurs et du milieu rural. Formation du nouveau gouvernement, les Burkinabés attendent des résultats concrets. C'est selon Luc Adolphe Thiaou, à lire donc à la page 4 du journal Le Pays ce matin. Congrès ordinaire du CDP, Edi Komboego réélu pour un nouveau mandat. Un changement du logo et la dénomination du parti en vue. Situation sécuritaire au Burkina, l'EDP exige la dissolution de la Constitution. Politique nationale, le PDS dit trouver son compte au sein de l'APMP. Dans la rubrique ActuFoot, on peut lire qu'en 2021, pas de décision pour le report, Motsepe attendu au Cameroun, c'est à lire à la page 25. Dans la rubrique Confidence du week-end du journal Le Pays ce matin, on lit crise sécuritaire. Le ministre Maxime Koné met en garde les policiers sur l'utilisation abusive des réseaux sociaux, c'est-à-dire à la page 22. Le quotidien aujourd'hui au Faso à présent, et on peut lire à la une, 8e congrès du CDP, Edi réélu, Blaise dépossédé de ses attributions. Retour sur le voyage annulé de Macron au Mali, un gros lapin politique qui retarde un rendez-vous inéluctable. Organisation de l'orpaillage dans le Houé, le cadre de concertation provinciale en conclave. Allons-y maintenant à la découverte de la une du quotidien, Le Quotidien. Ministère des Sports, de l'autonomisation des jeunes et de l'emploi, Mathias Tankwano prend le brassard de capitaine. 8e congrès du CDP, Edi Komboego réélu pour 4 ans, Achille Tapsoba et 8 autres sanctionnés. Journée portes ouvertes des douanes, des vivres et non-vivres offerts aux personnes déplacées internes. Dans la rubrique Le Voyageur de Guéna de Le Quotidien ce matin, on peut lire Seno, plusieurs morts suite à des attaques terroristes. Soum, le ministre Maxime Koné galvanise les FDS de Guibo. Ouaga, la police municipale saisit des produits douteux dans l'arrondissement 8. Covid-19, 2 cas du variant Omicron détectés au Burkina Faso. La une du quotidien d'État citoyen à présent. Présidence du CDP, Edi Komboego conserve son fauteuil. Assemblée nationale, le Premier ministre Lassina Zerbo sollicite le soutien des députés. Éditorial, CDP, éviter les naufrages. Procès du 15 octobre 87, Thomas et moi, nous nous sommes quittés en larmes, c'est selon le témoin Yacouba Traoré. Ministère en charge de la communication, un taux d'exécution de 89% malgré les difficultés. Initiative de la Grande Muraille Verte, la coordination nationale dresse un bilan positif. Et nous allons terminer du côté de Boy-du-Lasso par la une de l'Express du Faso. On peut lire donc sur cette une ce matin, congrès ordinaire du CDP, Blaise Compaoré dépouillé de ses attributions. Situation nationale, le Conseil de défense examine la situation sécuritaire. Dans la rubrique Autant le dire, on peut lire Congrès pour la démocratie et le progrès, les combles du ridicule. Production des jus de fruits, Afridia Industrie met
Malia sur le marché. Simple détail, Turquie-Afrique plus cohérent et dynamique. Emmanuel Macron l'a vite et bien compris. Incident autour du convoi de la force Barkhane, Bazoum demande des comptes. FBF, des décisions contestées, mais Lazare Bansé a sa logique. C'est tout donc pour les unes des quotidiens ce matin à Abdeta. Merci à toi, Kambou, pour la lecture de ces différentes unes. Et nous allons revenir sur quelques sujets. Et puis, bien sûr, ce qui fait de l'actualité aujourd'hui, c'est le congrès du CDP qui s'est tenu le week-end. Et Edi Kombougo est réélu, donc président, et Blaise Compaoré perd ses prérogatives. C'est bien cela, le congrès du CDP, le congrès pour la démocratie et le progrès, s'est tenu contre vents et marées les 18 et 19 décembre, donc ce week-end. Alors, comme vous l'avez si bien dit, Edi Kombougo est réélu président, donc président pour un mandat de 4 ans. Et Blaise Compaoré, le président d'honneur, s'est vu retirer l'ensemble de ses prérogatives. Donc, ce qui le réduit vraiment maintenant à un véritable président d'honneur, donc entendu comme président, à juste titre honorifique, si on peut le dire ainsi. Alors, cela peut mettre fin, si tout le processus réussit, à cette hégémonie qui le caractérisait, parce que ses décisions étaient au-dessus de tout dans le parti, alors qu'il n'est pas ici. Bon, alors cela commençait à devenir problématique, surtout lorsque l'on n'est pas sûr que ces lettres qui lui sont attribuées sont vraiment de lui. Donc, c'est ce qui a été fait. Autre décision majeure du Congrès, c'est qu'il y a eu 8 cadres qui sont suspendus pour 6 mois. Donc, ce sont ces personnes qui avaient été en justice contre le parti pour, par exemple, la suspension du Congrès qui était initialement prévue pour les 4 et 5 décembre. On va y revenir. Et autre personne sanctionnée, c'est Achille Tapsoba, qui a juste reçu un avertissement. Parce qu'au moment où le parti était attaqué en justice, Achille Tapsoba était du camp de Edi Kombougo, donc avant de faire un revirement de dernière minute. Donc il faut rappeler un peu le contexte de la tenue de ce 8e congrès du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Alors, je l'ai déjà dit, le congrès était initialement prévu pour se tenir les 4 et 5 décembre. Alors, on a vu après que le congrès a été suspendu suite à une lettre du président d'honneur Blaise Compaoré, donc qui demandait la suspension du congrès compte tenu de la situation sécuritaire. Et après cela, le congrès aurait pu se tenir s'il n'y avait pas eu un recours à référé pour demander application de la lettre du président fondateur Blaise Compaoré, puisque ce sont des prérogatives que lui confient un peu les statuts, donc les textes du parti. Alors, une décision du juge des référés donc, qui confirmait la suspension du congrès, mais il faut rappeler qu'il a été interjeté appel contre cette décision, et en appel, il y a eu une décision favorable donc, au camp Edi Kombougo qui a fini donc, par convoquer les congrès à nouveau donc, pour se tenir les 18 et 19 décembre. Donc cela a été vu un peu par l'aile dite historique du CDP comme un affront au président fondateur, au président d'honneur, Blaise Compaoré, ce qui a fait que, à la veille de la tenue donc, de ce congrès, le 17 notamment, il y a eu une réunion, en tout cas d'un bureau un peu restreint conduit par Achille Tapsoba pour suspendre Edi Kombougo des instances du parti pour 6 mois, donc un peu à la veille du congrès. Et voilà que à l'issue du congrès, bon, c'est ceux qui avaient suspendu Edi Kombougo pour 6 mois, qui sont allés tous suspendus par Edi Kombougo et autres pour 6 mois. Donc voilà un peu le spectacle que le CDP nous donne de voir aujourd'hui. Cela va donner suite, sans doute, à un nouveau feuilleton judiciaire qui va s'ouvrir. Et après, bien sûr, ce qu'on a déjà connu, on se rappelle de ces feuilletons, de ces attaques en justice en son temps, initié par Mamadou Kwanda contre le parti. C'était un peu à la veille des élections du 22 novembre 2020. Donc on attend de voir ce que tout cela va donner. Mais ce qui est certain, c'est qu'après le congrès, Edi Kombougo dit leur tendre la main. Donc il appelle encore ceux qui sont dehors, ceux qui sont
contre lui à revenir donc dans le parti. Mais comme je l'ai dit, c'est pas évident que cela nous évite un feuilleton judiciaire du CDP, parce que l'autre, elle, c'est possible qu'elle est en justice contre l'aile Edi Komboigo, contre par exemple la légalité du congrès qui a été tenu, puisque je vous ai dit que un peu à la veille du congrès, Edi Komboigo a été suspendu pour 6 mois. Il faut voir mais dans quelle suspension va prospérer. Voilà. Qu'est-ce que la justice va dire quant à la légalité donc, de ce congrès? C'est ça. Donc c'est sûr qu'un feuilleton judiciaire va s'ouvrir. Alors, ce qu'il faut dire également, c'est que Edi Komboigo s'empresse un peu de tenir ce congrès contre vents et marées, parce que, selon ses dires, si le congrès ne se tient pas avant la fin de l'année, le parti peut être un peu dans une situation irrégulière. Parce que selon les textes du parti, il doit tenir, les congrès ordinaires se tiennent chaque 3 ans. Donc, il y a eu un congrès en 2018 et on doit forcément, ou les partis doivent forcément tenir un autre congrès ordinaire donc avant la fin de l'année 2021. Alors, selon ce que dit l'aile Edi Komboigo, le parti a saisi le ministère en charge de l'administration territoriale, donc qui est le ministère qui est chargé un peu de la gestion des partis politiques. Il a écrit donc à ce ministère-là pour savoir quelle serait la conséquence si le parti n'arrivait pas à tenir le congrès. Et la réponse a été que le parti sera dans une situation irrégulière, alors qu'actuellement, Edi Komboigo est chef de file de l'opposition politique. Si son parti est dans une situation irrégulière, cela pourrait l'amener à perdre, par exemple, certaines prérogatives. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle Edi Komboigo aujourd'hui peut tout faire pour tenir le congrès, malgré que l'aile Blaise Compaoré, l'aile historique s'oppose. Mais quelque part aussi, on se rappelle que Yaya Zougana a dit sur le plateau de 100 minutes que justement le parti avait la possibilité d'écrire au ministère de l'administration territoriale pour demander un délai, de leur accorder un délai. Oui. Ils sont en train de préparer, mais il y a des discordes. C'est ce que dit d'ailleurs la lettre de Blaise Compaoré. Il n'a fait que reprendre un peu une partie de la lettre de Blaise Compaoré qui disait cela. Parce que Blaise Compaoré, en demandant la suspension du congrès qui était initialement prévu les 4 et 5 décembre, savait pertinemment que après la fin de l'année, le parti serait dans une situation irrégulière. Donc il a été dit dans la lettre que le parti, voilà, il a été demandé au parti de prendre attache avec le ministère de l'administration territoriale pour demander peut-être une certaine clémence. Donc voilà. C'était possible en fait. C'était possible, oui, mais quand on écoute l'aile Edi Komboigo qui dit avoir écrit au parti et qui a eu réponse selon laquelle, passé donc cette fin d'année, le parti serait dans une situation irrégulière, on a du mal à savoir à qui accorder du crédit. Donc voilà un peu le problème qui se pose. Dans tous les cas, chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Bon, c'est comme je l'ai dit, c'est sûr que c'est la justice encore qui va trancher cette affaire. C'est bien dommage pour un grand parti comme le CDP, et comme le reconnaissent d'ailleurs beaucoup d'observateurs. Bon, c'est bien dommage. Et ce qu'il faut dire, c'est que depuis la chute de Blaise Compaoré en 2014, ce parti-là a du mal un peu à tenir. Ses membres ou ses militants ont du mal un peu à s'accorder. Vous avez vu cette série de démissions qu'il y a eu. Luc Adolphe Tiao, Léonce Koné, beaucoup en tout cas de gens qui ont démissionné. Certains ont rejoint la majorité présidentielle. Alors, et l'hémorragie continue, si on peut le dire ainsi, les discordes continuent. On se demande si ce parti va tenir. Dans tous les cas, il dit qu'on veut à l'issue du congrès qui s'est refermé hier, a lancé l'idée d'une réforme du parti, à savoir changement de logo, changement de dénomination. Mais c'est un peu voilà, dans la prospective. Ce n'est pas tout de suite. Il dit qu'il va lancer des consultations pour voir et discuter un peu avec les instances du parti, les instances de base au niveau des provinces. Et voilà, pour voir ce que les militants pensent. Et si les militants décident que le parti peut changer de logo et de dénomination, donc ils vont le faire. Alors, on se pose un peu la question de savoir à quel scénario on peut s'attendre. Peut-être après les feuilletons judiciaires, on peut se retrouver avec un parti qui va s'éclater. Bon, peut-être Edi Komboigo qui va rester avec une partie pour changer un peu le nom du parti, le logo. Et après, l'aile historique qui va se retrouver peut-être pour fonder un autre parti.
Bon, ou si elle gagne le procès, il va conserver tout simplement le parti. Peut-être que Edi Kombouego prépare déjà son éjection. Au cas où il perdrait le procès, bon, le nom peut-être qu'il prévoyait, le nom et le logo qu'il prévoyait pour le CDP, bon, peut être suffisant pour fonder un nouveau parti avec le même nom peut-être et le même logo qu'il prévoyait pour le futur CDP, pourquoi pas. Donc on attend de voir ce que va donner le feuilleton judiciaire qui certainement va s'ouvrir bientôt. Bien sûr. En tout cas, un congrès qui s'est tenu contre vents et marées. Et puis on a vu quand même que la salle n'était pas assez remplie à travers les images. Ah oui, quand il y a des divisions, quand il y a de telles divisions dans un parti, c'est quand même difficile de mobiliser. Vous savez que la plupart des vice-présidents aujourd'hui sont contre Edi Kombouego. Donc ce n'est pas simple. Deuxième actualité, là on part en Guinée, Sekouba Konaté de retour. Oui, Sekouba Konaté, il faut le rappeler, c'était le président de la transition qui a géré un peu la transition après donc le départ de Dadis Camara du pouvoir. Donc c'est lui qui avait cédé le pouvoir au professeur Alpha Condé, donc avant de s'exiler parce que voilà, il était un peu mal vu par le régime à qui il venait de céder le pouvoir. Donc il était en exil depuis 10 ans maintenant, un exil qui l'a conduit notamment au Maroc, aux États-Unis, en Éthiopie et en France. Donc il est de retour depuis le 18 décembre en Guinée. Ça rentre un peu dans la logique, dans la dynamique de l'appel qui a été, ou de l'accord qui leur a été donné par l'actuel président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Et on se rappelle que quelques semaines, ils avaient eu cet accord. Sekouba Konaté, Dadis Camara qui est ici à Ouagadougou, a aussi eu l'autorisation de rentrer. Peut-être que dans les jours à venir, on le verra aussi partir en Guinée. Donc c'est un peu dans une dynamique de réhabilitation des personnes qui n'étaient pas trop à l'aise avec le régime Alpha Condé, si on peut le dire ainsi. On attend de voir ce que tout cela va donner du côté de la Guinée. Mais ce qui désole un peu certains, même si d'autres aussi s'en réjouissent, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas de lisibilité sur la transition en Guinée. Il n'y a pas de chronogramme, voilà, déjà pour la fin de cette transition. C'est aussi souvent ça les risques avec les régimes militaires. Ils peuvent arriver, mais vous ne savez pas ce qu'ils vont faire. Voilà, ils peuvent décider des choses peut-être qui ne vont pas vous plaire. Et on sait aussi que quand on a des militaires au pouvoir et quand on est dans une situation d'exception, il y a des restrictions en termes de liberté publique, par exemple, et pour des gens qui sont libres de parler ou de s'exprimer, comme c'est le cas dans la plupart des États dits démocratiques, beaucoup peuvent avoir du mal à s'accommoder. Ce n'est pas une façon de dire que ce n'est jamais bien, mais ça doit être limité dans le temps. Et quand on fait déjà quelques mois sans chronogramme, bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a du bon travail qui est fait, mais certains pourraient être tentés de se poser la question où on va. Nous recevons aujourd'hui Bébé Kodjo Kambou pour la revue de presse. Bonjour Kambou. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui nous suivent à ce moment. Merci d'être là à nouveau pour justement partager l'information avec nous. Et nous allons débuter d'abord par la lecture du moins des différentes unes avant les commentaires. C'est bien cela. Et pour débuter, nous allons lire d'abord la une de l'Observateur Palga. À la une de l'Obs ce matin, on peut lire « Gouvernance financière 2020, la note mitigée de la Cour des comptes ». Décès Roger Nikiema, le patriarche repose désormais chez lui à Ouidi. Concours d'excellence en production médiatique, le premier prix à Zalissa Souré de l'obspalga.com. Cameroun 2021, l'injouable Cannes. Procès Thomas Sankara, je suis venu pour faire la guerre, mais elle n'a pas eu lieu, c'est selon Mané Kouka, première classe à la retraite. Donc un témoin. À présent, la une du quotidien Le Pays. Et on peut lire ceci. Modification du code électoral, le feu vert de l'Assemblée nationale. C'est à lire à la page 20 du quotidien Le Pays ce matin. Nouveau gouvernement au Burkina, des motifs d'inquiétude. Dans la rubrique Mardi politique, c'est le député CDP Yaya Zongrana qui est à l'honneur et il déclare ceci. La crise au CDP est une crise de malgouvernance, c'est à lire donc à la page 2
de Le Pays ce matin. Média, Roger Nkiema repose au domicile familial. Incertitude autour de la fête du football africain au Cameroun. Qui veut tuer la CAN? C'est une interrogation. Dans la rubrique Révélation du quotidien Le Pays, on lit Commission justice et paix de l'Église catholique au Burkina. 75 femmes exclues de leur famille retrouvent les leurs. Donc voilà donc ce que nous apprenait Le Pays ce matin à sa une. Aujourd'hui au Faso, nous apprenons ceci. Mahamadou Sanou, sergent-chef donc à la retraite. Notre mission était de neutraliser la FIMAT. Donc, à lire à la page 2, procès Thomas Sankara. Hypothèque sur la CAN au Cameroun, Mosepe Tenaye entre maintien et report. Adoption de la loi portant modification du code électoral. L'élection des maires par suffrage direct renvoyée à 2027. Région du Nord, opération sécurisation du Lorum. Cour des comptes, le rapport 2020 expliqué aux hommes de médias. Attaque d'un convoi français au Niger. Paris répond à Niamey. La France a déjà mené une enquête. Lutte contre le terrorisme. La coalition citoyenne pour le Sahel appelle à un changement de stratégie. La une du journal Le Quotidien à présent. Et sur cette une, on lit ceci. Rapport public 2020 de la Cour des comptes. Plusieurs ministres et députés non en règle vis-à-vis de la déclaration d'intérêt et de patrimoine. Projet de loi portant modification du code électoral adopté. Des délégations spéciales dans les communes où les élections ne pourront pas se tenir. Médaille d'honneur des eaux et forêts, 60 bérets verts distingués. Ministère des Sports, de l'autonomisation des jeunes et de l'emploi, 73 agents distingués. La une du quotidien d'État citoyen à présent. Et on y lit Centre-Ouest, le gouvernement à l'écoute des forces vives. Code électoral, 26 articles modifiés. Dans la rubrique Trait de plume des citoyens, on peut lire VDP ou la mort, nous vaincrons. Procès Thomas Sankara, prend soin de Philippe et Auguste, témoin Émile Nakoulma. Action humanitaire, le CGD, soucieux de la situation des PDI. Cour des comptes, le rapport public 2020 dévoilé. Mode vestimentaire, le Cocodonda et le Faso d'Anfani font la loi. Et nous allons terminer du côté de Bourg-du-Lasso avec la une de l'Express du Faso. Et à la une de l'Express ce matin, on lit Code électoral, une vingtaine d'articles modifiés pour un scrutin incertain. Dans la rubrique Autant le dire, on lit le contre-pied politique parfait d'Edi Kombouego. Erreur des entreprises 2021, l'excellence de l'Inco Perfect reconnue. Pratique agricole au Burkina, Bakari Ouattara soulève les problèmes liés à l'utilisation des pesticides. Procès Thomas Sankara, mes éléments m'ont dit que le diable a appelé vers 19h. Accès à l'énergie durable, le plan de la commune de Bobo-Dioulasso, voilà qui met fin à la lecture d'une des quotidiens ce matin. Merci à toi, Kambo. Retour sur quelques sujets d'actualité et nous partons à l'Assemblée nationale pour commencer, pour parler du code électoral qui a été modifié. Oui, le code électoral a été modifié donc hier par l'Assemblée nationale, comme nous l'apprennent beaucoup, en tout cas de parution, à l'heure une ce matin. Donc le code électoral qui a été modifié un peu, non seulement pour tenir compte de la situation sécuritaire, mais aussi pour tenir compte des conclusions du dernier dialogue politique entre majorité et opposition. Alors, comme l'ont dit certains journaux, il y a 26 articles, voilà précisément, qui ont été modifiés donc, dans ces codes. Et ces modifications touchent par exemple la question du suffrage universel. Donc, vous savez que depuis un certain temps, la classe politique a fait l'option de ce que le suffrage universel soit appliqué aux élections locales, donc aux élections municipales. Maintenant, la question qui s'est posée, c'est la date de prise d'effet, donc où il n'y a pas eu consensus entre majorité et opposition depuis le dernier dialogue politique. Une partie qui était prête pour que
le suffrage universel s'applique dès l'élection de 2022 qui est devenue maintenant incertaine. Et même si les modalités là aussi n'étaient pas bien définies, voilà, et une partie par prudence, étant donné que les modalités n'étaient pas définies, a décidé de ce que ce soit reporté afin d'y voir clair. Je vais parler de l'opposition. Donc cette modification acte définitivement cela. Donc désormais, on parlera d'élections, de suffrage universel aux élections municipales en 2027. Voilà. Même si ces élections de 2022 qui sont incertaines maintenant, comme je l'ai dit, on ne sait pas trop précisément à quelle date ça va se tenir, mais on peut se dire que les prochaines élections municipales, en tout cas, ne seront pas concernées, donc pas ce suffrage universel direct dont on parle. Voilà, donc c'est acté. Autre modification, c'est le fait que désormais, alors il a été fixé un seuil de couverture des circonscriptions électorales pour que l'élection municipale soit validée. Et la modification dit clairement que pour qu'une élection municipale soit validée, donc dans une commune, il faut une couverture de 50% de la circonscription électorale. Alors, on sait que quand on parle de communes, alors l'élection municipale, la circonscription électorale, c'est le village. Maintenant, quand on parle d'un seuil de 50%, ça veut dire, par exemple, qu'il faut que les élections aient lieu au moins dans 50% du territoire communal, par exemple. Donc, voilà un peu ce qui s'est dit. Je le disais tout de suite, c'est pour tenir compte de la situation sécuritaire parce qu'aujourd'hui, il y a des communes où c'est difficile de tenir, par exemple, les élections sur tout le territoire communal. Donc, il faut prévoir des dispositions comme ça pour savoir dans quelle commune on valide les élections ou pas. Je crois que c'est aussi important. Une autre clarification qui est un peu issue de cette modification, ce sont ces clarifications apportées au niveau des articles 206 et 238. Donc, ce sont les articles relatifs au nomadisme politique, par exemple. On sait que ça ne cesse de faire débat. Tout récemment, on a vu le ministère de l'administration territoriale qui a sorti une note pour demander, par exemple, à certaines autorités déconcentrées de déchoir un peu certains maires qui auraient quitté leur parti, donc qui étaient traités de nomadisme politique. On a vu tous ces feuilletons judiciaires que cela a donné. Et il y a eu des problèmes dans l'interprétation de ces articles-là parce qu'il était difficile pour une personne qui n'a pas démissionné de façon formelle. Voilà, il était difficile de le traiter de nomade politique parce qu'il y a des gens qui disent n'avoir jamais démissionné ou bien qui disent avoir été exclus. Donc il y avait des problèmes d'interprétation. Le code, cette modification donc permet de clarifier tout cela, même si ce n'est pas les nouvelles dispositions. Donc pour malheureusement les partager ici. Donc, c'est ce qui s'est passé. Alors, au-delà de la modification du code électoral, il y a eu aussi l'adoption d'un projet de loi portant habilitation du gouvernement à ratifier par voie d'ordonnance des accords et conventions signés avec des partenaires techniques et financiers. Alors, habilitation à ratifier par voie d'ordonnance, ça veut dire quoi concrètement? Vous savez que dans notre constitution au Burkina, il est fait une délimitation des domaines de la loi et du règlement. Par exemple, on parle de loi lorsque une règle est adoptée par l'Assemblée nationale. On parle de règlement lorsque ça vient de l'exécutif, donc ça peut venir soit du président, du premier ministre ou des ministres, dans les arrêtés et les décrets, par exemple. Donc, la Constitution a déjà délimité cela. Il y a des domaines où on ne peut pas légiférer, on ne peut pas réglementer par décret ou par arrêté, par exemple. C'est réservé exclusivement à l'Assemblée nationale. On dit que ça relève du domaine de la loi. C'est le cas, par exemple, des accords et conventions, de la ratification des accords et conventions que le Burkina signe avec les partenaires étrangers, par exemple. Donc, l'exécutif, normalement, ne devrait pas s'asseoir en conseil des ministres et puis ratifier un accord qu'on aurait signé, parce que c'est l'exécutif qui signe l'accord, mais il appartient à l'Assemblée nationale qui représente le peuple de dire qu'on adhère à tel ou tel accord, donc de ratifier l'accord. Donc, pour que l'exécutif le fasse, il faut que l'Assemblée nationale lui donne une autorisation. Et c'est ça qui est la loi d'habilitation
donc qui permet au gouvernement de ratifier donc par voie d'ordonnance des accords et traités signés avec des partenaires. Donc c'est ce qui a été fait. Cette autorisation a été donnée donc à l'Assemblée nationale et au gouvernement, j'allais dire, par l'Assemblée nationale à travers donc l'adoption du projet de loi portant habilitation du gouvernement à ratifier ces accords et traités donc signés avec les partenaires. Selon ce qui s'est dit, cela va faciliter un peu voilà, l'aide, par exemple. C'est un peu l'objectif de l'adoption de ce projet de loi. Donc voilà, entre autres, ce qui a été fait hier donc, à l'hémicycle. Et autre actualité, c'est cette opération de sécurisation du Loroum. Oui, là, depuis quelques semaines, il faut le dire, il y a des alertes concernant la situation sécuritaire dans le Loroum. Alors, selon le point hebdomadaire de sécurisation du territoire national fait par l'armée et qui est repris aujourd'hui dans un article d'Aujourd'hui au Faso, dans sa rubrique News du jour, il est dit que des unités ont été déployées donc, dans le Loroum pour sécuriser la province et repousser les groupes terroristes qui, en tout cas, qui ne rendent pas la vie facile aux populations depuis un certain temps là-bas. Ça ne fait pas rire. Alors, selon ce que dit Aujourd'hui au Faso également, des opérations sont déjà menées et certaines autres opérations sont en cours avec l'appui de l'armée de l'air. Donc, si cela est avéré, c'est vraiment un ouf de soulagement pour tous les Burkinabés et pour toutes ces personnes qui vivent dans cette province, parce qu'on imagine que c'est pas facile lorsque une ville tout entière est encerclée, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'entrée. On imagine que c'est vivre la peur au ventre. C'est pas facile, voilà. C'est vivre la peur au ventre. On a vu les reportages de certains médias, par exemple, là-dessus. Donc, ce n'est pas simple. Donc, on peut saluer, si cela est avéré, on peut saluer cette opération de l'armée. Maintenant, ce qu'il faut dire également, c'est que vers la fin de la semaine dernière, on a appris qu'il y a eu un déploiement de l'armée, mais quelques jours après, on a appris aussi qu'il y a eu un repli. Donc, je me pose la question de savoir si ce point-là ne tient pas compte du premier déploiement. Si c'est vraiment un nouveau déploiement après les replis dont on nous a parlé, on peut applaudir parce que ces populations seront vraiment soulagées. Espérons. Nous terminons en football. Oui. On parle de la CAN. Oui, on parle de la CAN qui est en sursis, si on peut le dire ainsi, parce que actuellement, il y a des incertitudes quant à la tenue donc, de cette CAN, donc, qui est censée démarrer le 9 janvier prochain. Donc, du côté du Cameroun, les Burkina même doivent jouer les matchs d'ouverture contre les pays organisateurs. Mais depuis un certain temps, il y a eu cette polémique. Au début, on nous disait que les stades qui devaient accueillir les matchs d'ouverture n'étaient pas prêts. Il y avait une intention de délocaliser la CAN au Qatar. Et après encore, on nous parle de la situation sanitaire avec le nouveau variant du Covid-19 Omicron. Donc, qui a fait que, bon, il y a eu une rencontre ces derniers jours entre la CAF et la Confédération africaine de football et la FIFA, la Fédération internationale de football association, pour décider un peu du sort de la CAN. Mais il se trouve qu'après cette rencontre, il n'y a pas de réponse claire quant à la tenue donc, de la CAN. Mais ce qu'on sait, c'est qu'après la rencontre, le président de la CAF, Patrice Motsepe, est depuis hier au Cameroun. Et quand il est arrivé, il allait au stade qu'on disait ne pas donc, être prêt. Où il a donné, en tout cas, il a fait des déclarations devant la presse, des déclarations qui sont rassurantes, même si il ne lève pas totalement les doutes sur voilà, la non-tenue, par exemple, de la CAN, parce que voilà, c'est les déclarations qu'il fait sont rassurantes, comme je l'ai dit, mais ça ne lève pas totalement les doutes. Aujourd'hui même, il doit rencontrer le président de la République camerounaise, donc Paul Biya. Peut-être que c'est à l'issue de toutes ces rencontres qu'on saura, qu'on y verra vraiment clair. Donc pour le moment, on est encore en train de regarder. Mais ce qu'il faut dire, au-delà de toutes les raisons qui sont annoncées, les stades qui ne seraient pas prêts ou bien la situation sanitaire, c'est qu'il y a une vérité qu'on cache. C'est que le club européen ne souhaite pas la tenue de la CAN à cette période. Parce que à cette période-là, le championnat, la Ligue européenne de football est en cours. Alors que si la CAN doit se jouer,
ces clubs-là doivent libérer les joueurs africains. Okay. Les joueurs africains. Donc, ce n'est pas vraiment du goût de ces clubs qui payent cher ces joueurs qui n'aimeraient pas les libérer, au moins pour peut-être plusieurs semaines, voire un mois. Pour qu'ils reviennent jouer pour leur pays. Pour leur pays. Donc, il y a ce problème-là qui se pose. Donc, ces clubs-là sont en train de faire une sorte de lobbying auprès de la CAF, auprès de la FIFA, pour influencer, par exemple, la CAF, afin que la CAN soit reportée. Il y a eu cette idée qui a été défendue depuis, de faire de telle sorte que la CAN ne se joue pas à cette période, que la CAN se joue, par exemple, en saison pluvieuse, ce qui permettrait de faire de telle sorte que ça ne coïncide pas avec les championnats européens. Alors que dans la plupart de nos États, cette période aussi n'est pas propice aux activités sportives. C'est ça. Donc, il y a ce débat-là qui se mène depuis. On sait que c'est le prolongement de ce débat. On sent quelque part qu'il y a une volonté de certains acteurs de faire de telle sorte que la CAN ne se joue pas à cette période. C'est vrai que le variant Omicron est une réalité, mais on a toujours dit le Covid-19 et l'Afrique. Bon, je me demande vraiment si cela doit empêcher la tenue de la CAN, surtout qu'il y a un protocole sanitaire très rigoureux qui est appliqué au Cameroun et déjà on nous dit que pour avoir accès à la CAN, il faut le pass vaccinal. Donc si toutes ces conditions sont réunies, normalement, il n'y a pas de raison de reporter la CAN, sauf s'il y a autre raison qu'on nous cache. Donc disons ils sont en train de chercher la bonne raison à officialiser alors. Mais je me dis qu'à l'issue de la rencontre entre Patrice Motsepe et Paul Biya, on pourra annoncer la bonne nouvelle aux Africains, surtout aux amoureux du football qui attendent impatiemment cette fête du football africain. Et le vœu ici, c'est de faire vraiment, de souhaiter que la CAN là ne soit pas reportée. Voilà. D'accord. Bien noté. Et moi, ça m'a fait bizarre quand tu as parlé de stade qui ne serait pas prêt, parce que moi, j'ai vu des publicités sur les chaînes étrangères où vraiment ils présentaient les podiums, côté gradin, tout est prêt. J'ai trouvé que c'était une bonne publicité. C'est l'extérieur. Hein. Et au vu du temps qui reste et de l'accélération du travail qui s'est fait sur le terrain, il n'y a pas de raison que d'ici le 9 janvier, ça ne puisse pas accueillir un match. C'est joli, quoi. Moi, j'ai regardé les images, j'ai trouvé que c'était vraiment beau. Donc, quand on lit un peu certains journaux ce matin, puisque je l'ai dit, le déplacement du président de la CAF, Patrice Motsepe, au Cameroun était prévu pour demain mercredi, mais il a précipité ça hier. Donc, apparemment, il y a eu une suspension de la rencontre qui a eu lieu au Qatar avec la CAF et la FIFA pour aller faire une inspection de dernière minute, peut-être espérant trouver une faille. Mais il se trouve que le stade, à l'état où il est actuellement, pourrait accueillir vraiment la CAN d'ici le match d'ouverture d'ici le 9. Et même si ce stade n'était pas prêt, il y a plusieurs stades, on peut délocaliser les matchs d'ouverture en attendant que ce soit prêt. Et peut-être au cours de la CAN, si le stade est prêt, on y revient pour continuer à jouer. Je ne vois pas vraiment une raison vraiment valable de reporter la CAN. Mais bon, c'est comme je l'ai dit, on sent du lobbying quelque part pour faire reporter cette CAN. On espère que les dirigeants du football africain, notamment Patrice Motsepe, ne va pas fléchir et puis priver des Africains cette fête du football qu'ils attendent vraiment impatiemment, comme je l'ai dit. Que nous retrouvons à présent. Bonjour Adèle et bienvenue. Bonjour Abzeta, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qu'on retient de l'actualité aujourd'hui? On retient plusieurs informations et justement pour découvrir l'information traitée dans la presse écrite, nous commençons tout de suite à découvrir la une du journal Le Quotidien. À la une de ce canard, affaire contrebande de carburant, Inoussa Kwanda et Karim Mandialga condamnés à 15 mois ferme et près de 9 milliards de francs CFA d'amende. Commune de Ouaga, le maire réaffirme son soutien à des centres d'accueil. Programme de résilience des systèmes alimentaires de l'Afrique, la Banque mondiale finance le Burkina à hauteur de 66 milliards de francs CFA. Avis en faveur d'un report de la CAN 2021, la FBF s'en démarque, la FECAFOOT salue la démarche. Voyons à présent la une du journal Le Pays. Procès de contrebande de carburant des présumés condamnés à 24 mois, dont 15 fermes et une amende de plus de 8 milliards de francs CFA. Événement du 15 octobre 1987, quand le rescapé Alouna Traoré enfonce davantage Hyacinthe Kafando. Liberté syndicale au Burkina, la CGTB dénonce de graves cas d'atteinte. Fête de fin d'année, des conseils pour ne pas prendre du poids.
Toujours à la une du journal Le Pays, dans la rubrique Révélation, on peut lire ceci. Commune de Ouaga, une trentaine de véhicules de l'État en fourrière pour usage irrégulier. Et dans la même rubrique Opération antiterroriste, voici le bilan hebdomadaire dressé par les forces armées nationales. Prise de position de Sita Sangaré pour le report de la CAN, la FBF s'en démarque. Fête de fin d'année, des conseils donc pour ne pas perdre du poids. Et puis, crise sécuritaire au Sahel, des OSC appellent à un sursaut. Mystère psychique et spirituel, le secret de se rendre intouchable. Voyons à présent la une de aujourd'hui au Faso. Verdict de l'affaire de contrebande de carburant, les coupables écopent de 6 à 24 mois de prison et des amendes de 184 000 à plus de 8 milliards de francs CFA. CAN 2021 au Cameroun, fin de suspense mais pas fin du match. Report de la CAN 2021, la FBF se démarque de la position de Sita Sangaré. Foire des produits agricoles du centre 72 pour rendre hommage aux acteurs de la région. Procès Thomas Sankara, Isaac Zida aurait-il arrangé la fuite de Hyacinthe Kafando? Une interrogation. Élimination de Soumana Mboura par Barkana Tilaberi, salubrité sécuritaire et justice pour les suppliciés de Koura. C'est ce que nous propose aujourd'hui au Faso. Voyons la une de l'Observateur Palga. Ce canard s'intéresse à sa une à la crise sécuritaire en faisant une interview avec le maire de Dablo, Dr Ousmane Zango, et il dit ceci à propos de la crise. La priorité du nouveau gouvernement, c'est d'œuvrer à la reconquête des localités abandonnées. Une interview à lire dans le contenu de l'Observateur Palga de ce mercredi. Toujours à la une de ce journal, affaire contrebande de carburant, le délibéré en détail. Agape de fin d'année, mastiquer bien et manger lentement, ce sont les conseils de la diététicienne Yasmine Sandrine Zerbo. Comme s'il n'y avait pas une vie après les fêtes, c'est toujours relativement à la même rubrique. CAN Cameroun 2021, on va jouer bien, c'est dans la rubrique Regard sur l'actualité. Procès Thomas Sankara, je suis sorti atteint, c'est le témoignage de Alouna Traoré, le seul rescapé. Voyons à présent la une du journal de tous les Burkinabés citoyens. Professeur Frédéric Ouattara à propos du satellite Burkina Sat 1, nous sommes à la phase critique. Lutte contre la mortalité infantile, la technologie, le DA qui sauve des vies. Mercure, Soudan, Abdallah Hamdok piégé. On murmure, c'est une rubrique. CHU Yalgado, un gynécologue dealer. Solenzo, un bébé repêché dans un WC. Procès Thomas Sankara, Hyacinthe Kafando préparait le coup d'État. Alexis Ouedraogo, un témoin. Supposé engagement du président du Faso, le démenti de la direction de la communication. Adaptation au changement climatique, le partenariat régional de l'eau. Le partenariat régional de l'eau multiplie des actions au Burkina Faso. Allons-y à Bobo Dioulasso pour lire la une de l'Express du Faso. Production du coton au Burkina, où va la filière? L'Express du Faso s'intéresse à ce sujet. Trafic de carburant, seulement 24 mois de prison après avoir approvisionné des terroristes. C'est un coup de gueule du journal. Lutte contre le Covid-19, les maires du Burkina offrent du matériel à la commune de Bobo. Faso-Can vers un report du Forum national sur la réconciliation. Village de Yanfongo dans le Oué, commune de Poni, de l'eau pour réduire les conflits entre la faune et les populations. Crise dans le football burkinabé maintenant que la CAN aura lieu.
La lettre du Faso, c'est un hebdomadaire burkinabé. Eh bien, pour ce numéro 168, le journal s'intéresse à plusieurs sujets. À la une de ce journal, on peut lire CDP, Blaise Compaoré déchu de ses prérogatives de président d'honneur. Isidore Della, directeur des INAD Formation, à propos de la protection des ânes. Près de 63 000 ânes ont été exportés au Ghana. C'est un dossier de la lettre du Faso, pages 6 et 7. Promotion immobilière, Seydou Boro, PDG de la BOPA International, distingué par 12 associations. Voici les informations qu'on retient aujourd'hui des journaux. Merci à toi, Adèle. Et retour sur quelques sujets d'actualité. Le premier sujet pour commencer, nous nous intéressons au procès de contrebande. Le verdict est tombé hier au tribunal de grande instance Ouaga 1, TGI Ouaga 1. Et au verdict, donc, des peines d'emprisonnement ferme sont sorties, des peines pour la cinquantaine d'accusés qui ont répondu à la barre devant le juge. Et donc, pour les peines, on va de 24 mois de prison à 15 mois de prison ferme pour la quasi-totalité donc des accusés. Il y en a quelques-uns qui sont donc sortis avec 18 mois de prison, dont 6 mois fermes. Alors, ils sont aussi condamnés à des peines d'amende allant d'1 million à 8 milliards de francs CFA. Et puis, dans l'ensemble, ils sont tous condamnés de façon solidaire à payer à l'État burkinabé 10 millions de francs CFA et puis 10 millions de francs CFA à la SONABI pour le préjudice subi. Ce sont des peines lourdes selon les avocats des accusés, notamment selon Maître Paul Kéré, qui, au sortir donc du verdict, a estimé que les peines sont lourdes pour des personnes qui se présentent pour la plupart pour la première fois devant un tribunal juridictionnel. Donc, il a estimé qu'on pouvait les corriger, mais avec des peines avec sursis pour ceux qui se présentent pour la première fois, parce qu'il a expliqué que selon la loi, si vous vous présentez pour la première fois devant un tribunal, on vous condamne à une peine d'emprisonnement avec sursis. Et donc, le tribunal est allé à des peines d'emprisonnement fermes pour la quasi-totalité de la cinquantaine d'accusés. Il estime que le tribunal a fait fort et il compte faire appel pour ses clients, pour demander à tout cas ce qu'on revoie les peines qu'encourent ses clients. Alors hier, je fais partie de ceux qui sont étonnés du verdict. C'est lourd selon l'avocat des parties civiles, enfin des accusés. C'est son travail, il fait, mais pour certains aussi, c'est peu au regard des faits d'accusation qu'on leur porte, qui sont plutôt que ils ont financé des groupes terroristes à travers la contrebande de carburant qu'ils faisaient. Et le journal L'Express du Faso se pose la question si ce sont ces peines de 24 mois seulement pour les accusés. Donc, on imagine tout ce qu'il y a derrière comme interrogation. Beaucoup aussi s'attendaient à voir de grandes têtes dans cette affaire de contrebande de carburant, qu'on ne se limite pas seulement aux petits vendeurs d'essence au bord des voies, dans les petites localités, les petits commerçants qui ont été appréhendés, qui ont été interpellés dans cette affaire, qui vendent l'essence dans des bidons de 20 litres, dans des bouteilles d'1 litre, 1,5 litre, mais qui s'attendaient vraiment à ce que de grosses têtes tombent dans cette affaire, des ministres, pourquoi pas, des directeurs généraux, puisqu'on se rappelle que l'enquête avait dit que des têtes même à la SONABI pourraient tomber dans cette affaire de contrebande. Mais au procès, on a vu que des commerçants, c'est vrai que des opérateurs économiques ont été également sanctionnés dans cette affaire, mais beaucoup en tout cas s'attendaient à un procès beaucoup plus élargi vers d'autres plus grosses têtes au Burkina Faso. Tout compte fait,
les accusés sont condamnés, les avocats ont le temps de faire appel et c'est ce que compte faire Maître Paul Kéré après le verdict. Les proches des accusés, eux, estiment aussi que les peines sont lourdes parce que quand on prend l'exemple des opérateurs économiques, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs bouches derrière eux, comme on le dit, qui sont nourries. Et donc, s'ils se retrouvent en prison à travers cette affaire, on imagine que ce sont des familles aussi qui vont connaître des difficultés pendant le temps de leur emprisonnement. Et dans ce contexte où on parle de réconciliation nationale, c'est abusé selon donc un proche des accusés que nous avons pu interroger. Et donc, voilà, cette affaire qui allait vraiment vite parce que le procès n'a pas pris véritablement du temps. Les choses sont allées très vite au TGI Ouaga 1 et les sanctions sont tombées, 24 mois, dont 15 mois de prison ferme et de façon solidaire, les accusés qui doivent payer 10 millions à l'État burkinabé et 10 millions à la Sonabi pour le préjudice subi. Ok. Autre procès, et là on part au niveau des salles, de la salle des banquets de Ouaga 2000 pour parler du procès Thomas Sankara. Le procès du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons qui se poursuit toujours à la salle des banquets de Ouaga 2000. Hier, des témoins sont passés, mais le témoignage qui a retenu l'attention, c'est le témoignage du seul rescapé du drame du 15 octobre 87, Alouna Traoré, le seul qui est sorti vivant de la tuerie du 15 octobre 87. Il a dit, il revenait d'une mission au Bénin, il est allé à Cotonou au Bénin pour une mission parce qu'il devrait prendre de la documentation pour permettre à la révolution de mettre en place un projet de création d'un parti d'avant-garde, c'est ce qu'il a dit. Et donc, il était revenu au Conseil de l'Entente pour faire le point de sa mission au président Thomas Sankara et bien sûr aux autres du Conseil puisqu'il était membre du Conseil spécial du président du Faso à l'époque. Et donc, à peine il a pris la parole que le commando est arrivé. À l'intérieur de la salle, on entendait « sortez, sortez » et le président du Faso, Thomas Sankara, aurait dit « rassez-vous, c'est de moi qu'ils ont besoin » et il est sorti les mains en l'air. Voilà, il est sorti les mains en l'air et il a été cueilli selon ses propres termes dès ses premiers pas à la porte. Et tous ceux qui ont suivi Thomas Sankara ont reçu aussi les mêmes coups. Et lui, il était le dernier à sortir de la salle. Et quand il est sorti, il est allé se mettre du côté des corps. Il est allé se mettre au milieu des corps. Il s'est joué aussi les victimes. Et malheureusement, il y a un soldat qui est arrivé, Sony, qui a pu détecter que lui, il était toujours en vie et il a alerté les autres éléments du commando et ils ont été conduits dans une salle. C'est là qu'il a rencontré Yacine Kafando. Yacine Kafando qui lui aurait dit, ben, écoute, toi, si tu ne la fermes pas, tu subiras aussi le même sort que tes camarades qui sont couchés. Et il a eu la vie sauve ainsi, puisqu'ils ont été libérés au lendemain. Et lui, il a pris la direction de Bobo Dioulasso. Après, il s'est rendu à Abidjan. Il estime qu'il a été suffisamment troublé après les événements du 15 octobre. Il porte toujours les séquelles parce qu'il dit que il est toujours sous les effets des antidépresseurs. Chaque fois, quand il veut dormir, son somnifère, c'est de penser à ses camarades qui ont été abattus au Conseil de l'Entente avant de trouver sommeil. Et jusqu'à présent, plusieurs années après les faits, il traîne toujours les séquelles. Donc, c'est le témoignage qu'il a porté. C'est pratiquement les mêmes propos que Alouna Traoré a donné aux médias, à plusieurs médias, après les événements du 15 octobre 87. Donc, il est resté dans la même logique. Son témoignage était pratiquement le même que le témoignage qu'il a donné aux médias. Alors, le tribunal a voulu savoir pourquoi lui, il a eu la vie sauve. Il a répondu, c'est Dieu qui l'a sauvé. Parce que à la déposition, certains disaient que c'est Naboswende Ouedraogo, qui est parent de Alouna Traoré, qui aurait en tout cas facilité les choses pour Alouna Traoré. Et il dit que ce n'était pas le cas, puisque c'est Dieu qui l'a sauvé, parce qu'un homme ne pouvait pas changer quelque chose dans ce qu'il a subi. Et donc, pour Naboswende Ouedraogo, Alouna Traoré faisait aussi allusion à un autre
Nabonswende Ouedraogo, et donc il s'est défendu. Donc les témoignages se poursuivent toujours à la salle des banquets de Ouaga 2000. Je précise que Alouna Traoré est le 70e témoin à être passé donc à la barre. Ils sont encore nombreux en attendant d'autres témoins qui seront auditionnés par visioconférence. Et troisième sujet, on s'intéresse à ces véhicules de l'État qui ont été mis en fourrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que des conducteurs des véhicules de l'État utilisent ces mêmes véhicules-là à d'autres fins, pas pour des missions de l'État. Et c'est dans le cadre d'un contrôle, une opération de contrôle menée par la police municipale, la police nationale et la gendarmerie. Et donc, à l'issue de cette opération, un communiqué a été fourni pour informer l'opinion publique de la situation. Il se trouve que des gens, les personnels de l'État utilisent, on va dire, le matériel immobilier de l'État ou le matériel mobilier de l'État à d'autres fins que les fins, les fins premières, en fait, j'allais dire. Donc, eux, ils ont été appréhendés au cours du week-end. L'opération a été menée donc le week-end écoulé et ils ont été interceptés. Donc, on a une trentaine de véhicules qui a été mis en fourrière pour utilisation irrégulière selon le communiqué sorti. Et donc, voilà, on voit plusieurs fois où on a interpellé plusieurs fois le personnel de l'État qui utilise non pas seulement les véhicules, mais d'autres patrimoines. Que ça soit le parc mobilier, que ça soit même le matériel de l'État. En tout cas, c'est courant de voir que on fait une utilisation assez personnelle de ce patrimoine de l'État. Les papiers au service utilisés à d'autres fins. On ne peut pas citer, ça ce sont les véhicules qu'on a appréhendés, mais dans les services, dans l'administration publique, il faut dire que le matériel de l'État est utilisé à d'autres fins, à des fins personnelles par le personnel. Donc c'est une opération qui a permis donc de saisir ces véhicules-là qui sont mis en fourrière. Moi, j'attends que d'autres opérations se mènent aussi dans les services pour voir quelle est la situation avec les autres matériels de l'État. Pour qu'on ne reste pas au véhicule. C'est vraiment à saluer cette opération. Oui, c'est vraiment à saluer et félicitations à la police parce que c'est sûr qu'ils ont pu voir des véhicules de l'État qui partaient pour des PPS. Tout à fait. Ou qui partaient à des mariages, des colis à je ne sais qui ou qui partaient déposer l'enfant du boss et tout. Voilà, c'est bien. C'est à multiplier tout simplement. Terminons. Et pas se limiter aux véhicules comme je l'ai dit, mais qu'on voit aussi les résultats au sein même des services sur le patrimoine de l'État, l'utilisation qui est faite sur le patrimoine de l'État. D'accord. Si vous avez peut-être des cérémonies à la maison et puis vous avez l'habitude de converger les chaises de vos bureaux pour amener là-bas, le problème, c'est que normalement, selon en tout cas les textes, ce patrimoine-là devrait être vendu aux enchères parce que chaque fois que l'État renouvelle son patrimoine, que ce soit les véhicules, le matériel bureautique, l'informatique, chaque fois qu'on renouvelle, on doit faire une vente aux enchères et les fonds devraient être reversés à la caisse de l'État. Mais malheureusement, on assiste à une appropriation du matériel. Chaque fois qu'on sort, c'est soit le directeur général qui prend le matériel ou la secrétaire ou bien chacun un boss du service. Chacun choisit ce qui l'intéresse. Mais ça devrait vraiment servir à autre chose qu'à cela. Donc, il faudrait qu'on multiplie aussi les opérations de contrôle dans tous les domaines de l'administration publique. Et nous allons finir en sport. Hier, on en parlait. Est-ce que la CAN allait se tenir ou pas? Aujourd'hui, il y a un journal qui a dit la CAN va se tenir bien. Oui, on va jouer bien. C'est un titre de l'Observateur Palga. Et l'Express du Faso dit aussi maintenant que la CAN aura lieu. Donc, c'est pour dire que on tend vers la tenue effective de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Hier, au cours de la journée, on a pu voir
a en tout cas des débats qui se faisaient sur les réseaux sociaux après une réunion du comité exécutif de la CAF, une réunion qui devrait faciliter donc la tenue de la CAN. Et c'est à l'issue de cette réunion-là que d'autres informations sont sorties sur les réseaux sociaux en disant que l'ancien président de la Fédération burkinabé de football, Sita Sangaré, aurait dit au cours de la réunion il aurait voté pour le report ou l'annulation de la CAN parce que raison Covid-19 et puis voilà, pour permettre donc que les joueurs, les supporters et puis toute l'équipe là ne soient pas inquiétés par la maladie à coronavirus. Donc ce sont des propos qu'ont rejetés Sita Sangaré, il n'aurait jamais dit ça. Selon ses explications, les membres du comité exécutif devraient répondre à la question est-ce que on pourrait tenir la Coupe d'Afrique des Nations dans ce contexte de Covid-19. Et il a souligné qu'au Burkina Faso, on a connu une hausse des cas de Covid-19. Il y a eu même des décès et il a proposé, tout comme d'autres membres du comité, qu'on reporte la CAN pour ne pas multiplier les cas de Covid-19. Et donc, il dit qu'il n'était pas le seul. D'autres pays comme le Mali, le Niger ont proposé au cours de la réunion que le président fasse donc une visite au Cameroun pour voir les conditions qui ont été mises en place par les autorités camerounaises pour voir quel est le dispositif sanitaire mis en place pour accueillir les festivaliers. Et donc, je pense que c'est une visite qui est effective parce que selon les informations, le président Patrice de la CAF a effectué une visite de 48 heures au Cameroun et il s'est rassuré que les conditions sont mises en place donc pour faciliter la tenue de la CAN. Et au sortir de cette visite-là, il a confirmé que la CAN pourra se jouer. On devrait attendre une décision définitive aujourd'hui, mercredi 22 décembre, mais selon les informations, tout est fin prêt pour que la CAN se déroule du 9 janvier en février. Donc, déjà, pour la tenue, je retrouve rapidement la date du 9 janvier au 7 février 2022 au Cameroun. Il faut dire que dans Sutohu Bohu, la Fédération burkinabé de football, la FBF, a sorti un communiqué pour se démarquer des propos de son ancien président Sita Sangaré. Un communiqué soutenu aussi par la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, qui soutient aussi le communiqué de la FBF. En tout cas, le nouveau président Samuel Eto'o semble convaincu que la fête du football pourra se tenir au Cameroun et il défendra de façon ferme la tenue effective de la CAN au Cameroun. Donc la fête du ballon on se tiendra finalement au Cameroun. Certainement au cours de cette journée, on attendra un communiqué final de la CAF pour du 9 au 7 février 2022. Ça sera en tout cas une belle fête. Merci à toi, Adèle. Merci à toi de m'avoir reçu. Très belle journée. Aujourd'hui par Rachid Assad Zongo que nous retrouvons. Bonjour Rachid et bienvenue. Merci, bonjour Abzeta et bonjour à ceux qui nous suivent. Nous sommes tout à toi pour la revue de presse d'aujourd'hui. Merci et c'est avec plaisir que je vais l'entamer avec la lecture de la une, on va dire du journal Le Quotidien. Et Le Quotidien nous apprend à sa page 12, c'est un point, on va dire, du Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Et il est confié en titre, je cite, « Drame de Inata, le lieutenant-colonel William Kombari et le capitaine Isaac Sanou relevés de leurs fonctions. » Autre sujet avec le même journal à sa une. Litige foncier au secteur 17 de Ouaga, Bourema Bargo dit craindre pour sa vie. Sotraco, le personnel est à bout de souffle, à lire à la page 4. Et pour achever, un titre à la une du journal Le Quotidien, projet d'appui à la petite irrigation dans le Grand Ouest et la région de l'Est, l'AFD octroie un prêt de plus de 16 milliards de francs CFA pour sa mise en œuvre. On poursuit avec cette fois-ci Sidoya dans ses titres qui revient aux pages 8 et 9 sur le patrimoine culturel au Burkina Faso. Pour parler du patrimoine culturel au Burkina Faso, c'est la vieille mosquée de Koundougou qui fait, on va dire, presse au niveau de Sidoya. Et il est titré « La vieille mosquée méconnue de Koundougou ». C'est à lire aux pages 8 et 9 du journal de Sidoya du jour. Autre sujet, et c'est à lire prochainement, l'invité de la rédaction, Luc Marius Ibriga,
contrôleur général d'État. Le Conseil des ministres peut être lu aux pages 4 et 5 et c'est bien sûr le compte-rendu des travaux de hier, mercredi 22 décembre 2021. Dans sa rubrique « L'autre regard », Sidoya nous apprend « Guinée, écrire une nouvelle histoire ». Attaque d'Inata, 2 officiers de la gendarmerie démis de leurs fonctions. Et puis, pour achever, à travers une autre rubrique du journal Sidoya, au coin du palais, et il est confié, un comptable détourne 18 millions de francs CFA, condamné avec sursis pour avoir volé son cousin. Ce sont, on va dire, les titres pour ce qui est du journal à la une Sidoya. Au journal, nous sommes cette fois-ci avec l'Observateur Palga. L'Observateur Palga, pour débuter, procès Thomas Sankara. L'affaire a été planifiée, on a tissé la toile petit à petit. Propos de Bassirou Sanogo, ancien ambassadeur du Burkina à Alger. Alger pour parler de l'Algérie. À sa page 7, l'Observateur Palga traite effondrement des édifices publics. Le ministère des Finances bétonne ses mécanismes de contrôle. Accroissement des productions agricoles irriguées, le CES apporte son fertilisant. Et puis, élection du bureau de l'Assemblée nationale, le secret du scrutin n'a pas eu raison du consensus. Toujours avec l'Observateur Palga du jour à sa une, rapport drame d'Inata, le colonel William Kombari relevé de ses fonctions. Et puis pour achever, retour de Dadis Camara en Guinée, pourvu que la justice ne soit pas sacrifiée sur l'autel de la réconciliation. C'est à lire à travers la rubrique Regard sur l'actualité à la page 5 de l'Observateur Palga. On poursuit avec un autre quotidien, nous sommes cette fois-ci avec Le Pays. Le Pays a sa une titre, le Baya, les petites pagnes et le Ouslan zooment sur ces armes de séduction massive. Bon, la jeune féminine est interpellée. D'accord. Et on poursuit toujours avec Le Pays à sa une, à la page 22, on peut lire le Conseil des ministres avec ce titre, le lieutenant-colonel William Kombari et le capitaine Isaac Sanou relevés de leurs fonctions. Marche du 27 novembre, Hervé Ouattara et compagnie condamnés à des peines allant de 6 à 12 mois et à une amende de 300 000 francs CFA, le tout assorti de sursis. Événement du 15 octobre 1987, nous avons failli à notre mission. Dixit Famoro Ouattara, chargé de la sécurité de Thomas Sankara. Toujours à la une du journal Le Pays du jour, Pengwende Ouedraogo, lauréate du prix de l'UA des enseignants, confie, je cite, en matière d'éducation, ce que nous sommes parle plus que ce que nous disons. Pour en savoir davantage, la page 4 vous invite. Toujours avec le même journal et sa rubrique Révélation, justement, nous révèle. Sotraco, le DG Pascal Tenkodgo démissionne. Et puis arnaque via mobile banking, l'alerte de la brigade anti-cybercriminalité. Pour achever, c'est du foot qui nous intéresse avec Le Pays. ActuFoot, Cannes 2021. Motsepe prévient les clubs européens. C'est-à-dire à la page 27. Abzeta, le journal qui nous entretient à présent, c'est le quotidien d'information générale d'analyse et de débat aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, déjà revient sur le procès Thomas Sankara. Bassirou Sanogo, ambassadeur en Algérie sous la Révolution, confie, je cite, « Blaise a bénéficié de l'aide de la chefferie traditionnelle ». Voilà, pour en savoir davantage, la page 5 du journal Aujourd'hui au Faso vous invite. Assemblée nationale, renouvellement du bureau et des commissions générales. Rapport sur le drame d'Inata, le lieutenant-colonel William Kombari et le capitaine Isaac Sanou relevés de leurs fonctions. C'est pour ce qui est du point du Conseil des ministres, à lire à la page 6 de Aujourd'hui au Faso. Manifestation du 27 novembre, des peines de 6 à 12 mois de prison et une amende de 300 000 francs CFA contre les meneurs. Et pour achever avec Aujourd'hui au Faso, c'est l'actualité internationale qui intéresse ce journal. Retour de Dadis Camara en Guinée vers un apurement du sanglant passif du 28 septembre 2008. Et puis le report de la présidentielle libyenne, il fallait croire au 24 décembre comme au Père Noël. Ainsi titre Aujourd'hui au Faso pour ce qui est de l'actualité libyenne. On fait escale du côté de Bobo Dioulasso où est édité l'Express du Faso. L'Express du Faso nous entretient sur les communautés de communes de Bobo et de Bama. Bouraïma et Lassina unissent leurs forces pour le développement. Dans sa rubrique Autant le dit, l'Express du Faso pose cette interrogation. Est-ce à dire qu'ils ont lâché le président Roch Kaboré ? Eh bien, pour en savoir davantage,
l'Express du Faso vous, justement, l'apprend. Bureau de l'Assemblée nationale, Bassière, Chantal, Mossé et les autres reconduits. Rapport sur l'attaque d'Inata, 2 officiers relevés de leurs fonctions. Et puis, on apprend également que Lucienne Gengani, épouse Toé, promotrice de Tanalex Bio, confie, je cite, « Il faut toujours avoir l'humilité d'entreprendre ». C'était, on va dire, les titres pour ce qui est de l'Express du Faso du jour. On poursuit avec les sites en ligne. Et le site qui nous entretient en premier, c'est www.lefaso.net. À sa une, trafic, ou sinon du moins ce procès trafic de carburant, lourde sentence pour les cerveaux. Procès Thomas Sankara, la déposition des témoins absents, pomme de discorde entre les partis. Et puis budget 2022, les structures de promotion de la bonne gouvernance sont en souffrance selon le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget Sifweb. Pour achever avec www.lefaso.net, Conseil économique et social, la deuxième session ordinaire de l'année 2021 consacrée à l'autosuffisance alimentaire est bouclée. Un autre site, www.infoacac.net, éducation, lancement de la construction de 6 lycées scientifiques. Et puis à Ouagadougou, on apprend que la police municipale a saisi une 60aine de carcasses de petits ruminants. L'Assemblée nationale, renouvellement des membres du bureau et des présidents de commission générale. Pour achever, manifestation du 27 novembre, les 5 meneurs condamnés de 6 à 12 mois de prison avec sursis, plus une amende de 300 000 francs CFA. On achève avec l'actualité hors de nos frontières, mais sur le continent africain. Déjà en Guinée, on l'a dit, on apprend qu'en exil depuis 2009, Dadis Camara est de retour à Conakry. Au Ghana, clarification, le cardinal Peter Turkson n'a pas démissionné du Vatican. Au Niger, l'insécurité contraint des écoles à fermer à Tillabéri. Au Nigeria, destruction d'1 million de doses de vaccin AstraZeneca périmées. Au Congo, l'opposant Paulin Makaya va pouvoir se rendre à Londres pour des soins médicaux. En Libye, la haute autorité électorale propose la tenue des élections le 24 janvier 2022. Pour achever, en Tunisie, Monsef Marzouki, condamné à 4 ans de prison. Abzeta, voilà ce que l'on pouvait lire pour ce qui est de la presse en ligne, mais également de la presse écrite traité ce matin. Merci pour la lecture de ces différentes unes et nous allons revenir sur quelques sujets d'actualité. Et puis, pour commencer, nous nous intéressons au point du Conseil des ministres d'hier, puisque hier c'était mercredi. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme grand point? Merci bien, Abzeta. Alors, pour ce qui, on va dire, ce qui a fait l'objet des grands points pour le Conseil des ministres tenu hier, c'est essentiellement des questions en lien avec la sécurité, le secteur du travail, de la protection sociale et d'autres informations générales qui concernent d'autres secteurs. Alors, pour le premier secteur qui nous entretient, il concerne le domaine des armées et il a été indiqué que le rapport d'inspection générale des forces armées relatif au drame d'Inata, qui avait été remis le 14 décembre dernier au chef de l'État, après avoir justement examiné les conclusions du dit rapport, le président du Faso a décidé de donner une suite judiciaire au dit dossier à travers la saisine du tribunal militaire. Et toujours pour le même sujet, toujours pour le secteur des armées et pour le drame d'Inata, à titre conservatoire, la plupart des journaux l'ont confié, il a été, on va dire, relevé de leurs fonctions. Le lieutenant-colonel William Kombari, commandant, on va dire, du groupement mobile de Ouagadougou, et le capitaine Isaac Sanou, commandant de la compagnie de gendarmerie de Manga, qui était le chef de l'escadron de gendarmerie qui devait relever le détachement de Inata. Ça, c'est pour ce qui concerne essentiellement le secteur des armées. Un autre domaine, c'est le secteur, on va dire, du travail et de la protection sociale. Alors, le Conseil des ministres a adopté, on va dire, un décret portant modalité de gestion de repos pour allaitement. Et on va dire une manière d'être conforme aux dispositions qui y sont relatives et contenues dans la loi 081 CNT, je pense de 2015, qui porte statut général de la fonction publique d'État. Et autre sujet, pour un autre secteur, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et du Bien-être a également fait le point, on va dire, de la situation liée au Covid-19 au Burkina Faso. Et il est constaté, selon lui, une augmentation des cas
de contamination, mais également de décès. Et donc, dans ce sens, les populations sont invitées, on va dire, au strict respect des mesures barrières. Et pour achever, autre point essentiel de ce Conseil des ministres tenu hier, le ministre des Sports, de l'autonomisation des jeunes et de l'emploi, lui est revenu sur la préparation des étalons seniors, on va dire, pour leur participation à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, donc la CAN, prévue au Cameroun. Voilà. Et il ressort que les préparatifs, en tout cas, vont en bon train. Et on espère qu'on pourra en tout cas faire partie, on va dire, des élus pour ce qui est de cette CAN. Voilà essentiellement ce qui peut être, on va dire, confié en termes de points essentiels qui ont fait l'objet du Conseil des ministres hier. Voilà. Très rapidement, un petit commentaire, c'est justement peut-être les aspects en lien avec le rapport sur le drame d'Inata. On sent qu'il y a un certain coup de fouet qui est donné, on va dire, au dossier. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut être minutieux par rapport au traitement de ce sujet-là. On a pu voir que des hauts gradés ont été relevés de leurs fonctions. C'est à titre conservatoire, on le sait. Mais quoi qu'il en soit, il faudra que, comme je l'ai dit, le tribunal militaire soit minutieux dans le traitement de cette affaire. On attend en tout cas de voir. On va pas jouer Qu'est-ce que tu veux dire par là? Être minutieux dans le traitement de l'enquête. Quand je parle de munici par rapport au traitement de ce dossier-là, c'est un dossier qui, dans un premier temps, on le sait, a été adressé au président du Faso et au regard de ce qui lui a été remis comme élément, il a estimé que le rapport n'était pas complet. Et il a été renvoyé avec un délai de 10 jours, si je ne me trompe pas, pour qu'on lui fournisse davantage d'éléments. Donc ça, c'est déjà un aspect. Et le deuxième aspect, aujourd'hui, après examen, on nous confie directement que le dossier est remis, on va dire, aux autorités en charge des questions judiciaires et militaires. C'est pas mauvais. Voilà. Maintenant, il faudrait pas oublier qu'il y a aussi un côté civil pour ce qui concerne cette affaire-là. Donc là-dessus, voilà pourquoi je demande plus de minutie. Il ne faudrait pas que l'on écarte seulement les aspects en lien avec les questions militaires. Il faut aller au-delà. Donc on attend, on ne va pas faire le travail du tribunal militaire, on attend de voir comment est-ce que sera traité ce dossier-là. Voilà pourquoi je parle de minutie. Deuxième actualité, on s'intéresse à la Sotraco. Ça ne va pas très bien au niveau de cette société. Oui, c'est ce qu'on a pu voir justement en titre pour ce qui est du journal Le Pays. Et là-dessus, ça ne va vraiment pas, on pourra dire, du côté de la Sotraco, la société de transport en commun de Ouagadougou. Alors, déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut noter par rapport à ce sujet-là, on a pu voir que le mardi, il y a eu la démission du premier responsable, donc du directeur général de la Sotraco, M. Pascal Tenkorgo. Et pour ce qui est en tout cas de sa lettre de démission, on a pu avoir un bout. Et j'aimerais bien confier ce qu'il a donné comme mot. Et je le cite: « Je pars de la société avec le sentiment d'avoir accompli ma mission, notamment par le maintien de l'activité et son développement, malgré les conditions très austères dans lesquelles nous avons travaillé. Je suis également fier, en ce moment précis, de l'aboutissement du projet de mobilité urbaine du Grand Ouaga, en abrégé PEMUGO, pour lequel nous avons pu jouer notre partition. Je souhaite donc un plein succès à la mise en œuvre du dit projet. » Ce sont, on va dire, les propos du directeur général de la dite société, M. Pascal Tenkorgo, dans sa lettre de démission. Et par la suite, toujours pour ce qui est des événements en lien avec ce sujet-là, ça c'était mardi. Hier, mercredi, c'est une longue lettre qui est venue, mais pas du directeur général, mais plutôt maintenant des travailleurs, qui sont revenus sur un certain nombre d'aspects. Et ils ont évoqué vraiment, on va dire, une batterie de difficultés qui gangrènent la structure depuis pratiquement, on va dire, 2016. Et là-dessus, ils ont évoqué déjà en premier point le fait que depuis mars 2016, il y avait eu déjà des difficultés en lien avec des arrêts de travail, en lien avec, on va dire, un audit
réalisés par l'autorité, on va dire, supérieure de contrôle de l'État. Ils sont revenus également sur des interpellations confiées même par la presse. Plusieurs presses justement sont revenues sur certains aspects en lien avec les difficultés que rencontre la société. Ils sont revenus également sur les difficultés internes liées au management même de la structure. C'est notamment le retard des salaires, c'est également les pannes de véhicules, parfois des litiges au niveau judiciaire qui est conduit même pratiquement parfois à des saisies judiciaires de biens. Voilà. Une batterie en tout cas de difficultés et qui montre que ça ne va vraiment pas au niveau de la Sotraco. Là-dessus, je pense que véritablement nos autorités et principalement le ministère de tutelle est interpellé pour qu'on puisse trouver une issue raisonnable et tenable pour cette société-là. Faute de quoi, on pourrait se retrouver, c'est vrai que pour le moment, on ne fait que parler, les cars circulent, on pourrait se retrouver avec des grèves, avec l'arrêt du fonctionnement des bus. Donc il faudra que véritablement nos autorités s'intéressent à la question pour pouvoir apporter des solutions. Je l'ai dit, ce sont des difficultés qui relèvent pratiquement depuis 2016. Voilà. Et il faut vraiment qu'on puisse porter un regard là-dessus. On ne dira pas qu'il n'y a pas d'effort qui ait été fait de la part du gouvernement, parce qu'on se souvient que la subvention annuelle de l'État était passée de 650 millions à pratiquement 1 milliard, à plus d'1 milliard de francs CFA pour ce qui est de cette société-là, en termes de subvention. C'est pas rien. Et malgré ça, il y a des difficultés, et des difficultés majeures. Donc je pense que le sujet, comme je l'ai dit, doit intéresser les autorités, et notamment le ministère des tutelles. C'est important, surtout pour éviter des désagréments. Quand on sait combien de personnes à Ouagadougou empruntent bien sûr les bus de cette société-là, de la Sotraco, il faut regarder au niveau de ces bus à partir de 18h, mais c'est vraiment bondé. Souvent, on voit des personnes qui sont obligées même de s'arrêter parce qu'il n'y a pas la place. Ça veut dire que ce bus-là fait énormément pour la population et beaucoup font justement leur commerce à partir de là. Donc, c'est important de régler les problèmes. Tout à fait. Et pour terminer, Rachid, un coup de gueule. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine de la santé? De quoi parle le texte? On va dire qu'on a des amis comme ça dans le domaine de la santé. Bien on a sûr. Même des parents. Voilà. Mais on joue notre rôle de journaliste et on va dire quand ça ne va pas. Alors, on aura pu constater que pratiquement depuis 2-3 années, on prend en compte même cette année, plusieurs faits insolites ont marqué, on va dire, le secteur de la santé. Et ça nous interpelle sur la nécessité, on va dire, d'assainir le secteur. Et à tout point de vue. Je prendrai pour exemple déjà le fait qu'on ait démantelé des centres de santé clandestins. Ça a couru l'année dernière jusqu'à cette année. Autre sujet, et enfin insolite, je pense qu'il n'y a pas plus de 2 voire 3 semaines, sinon moins que ça, sur ce même plateau, j'ai évoqué le cas de ce maïeuticien, auteur de viol, qui a été condamné, voilà, du côté de Yako. Rien que la semaine dernière, on a pu voir également à travers certaines colonnes de certains journaux que un médecin aurait été auteur de deals de bouteilles d'oxygène, précisément au CHU Yalgado. À côté de cela, il y a que quelques heures également, on a appris qu'un gynécologue se permettait, une fois qu'il recevait ses patientes du côté du CHU encore de Yalgado, de diriger ses patientes du côté d'une clinique où il officiait afin de pouvoir profiter de ristournes. Ce n'est que des exemples. Il y en a, elles sont légion. Ou du moins, ils sont légion, ces exemples. Il faut que l'on marque un arrêt et puis justement se poser de nombreuses questions. Si le secteur de la santé est devenu du commerce, que l'on redéfinisse véritablement les prérogatives définies au secteur de la santé. Parce qu'il y a trop de brebis galeuses. On ne peut pas comprendre qu'un secteur où les gens sont assermentés, on puisse se permettre ce genre de pratiques-là. Et véritablement, je pense que nos autorités doivent porter un regard davantage vigilant. Parce qu'il y va de l'intérêt général. Si aujourd'hui, on laisse passer ce genre de pratiques,
ce n'est que des exemples que j'ai cités. C'est sûr qu'il y en a davantage. Si on laisse perdurer ces pratiques-là, on pourrait se retrouver dans une situation comme on le connaît dans certains secteurs où ce sera ingérable. Et pour un secteur prioritaire comme étant, comme du moins la santé, je pense qu'il y a lieu véritablement d'agir et vite. Sans quoi, je ne sais pas où on va se soigner, comment on va se soigner et si encore on va avoir confiance à nos acteurs du secteur de la santé. Je dis bien, il y a des brebis galeuses et c'est ces brebis galeuses-là dont nous parlons. Voilà. Donc les autorités en charge de la santé sont interpellées. Les autorités de façon générale là, sont interpellées. Nous-mêmes, la population, nous sommes interpellés parce que parfois, nous sommes auteurs ou sinon co-auteurs de ces pratiques-là. Il faut qu'on arrête ça. Moi, tu te rappelles bien de cette phrase du ministre Charles Maï Ouedraogo quand il a été nommé. Il a dit qu'il allait mater. On se rappelle bien donc de ce verbe qu'il a utilisé, mater. Donc, je pense que c'est le moment en fait de mater justement ces personnes-là, ces agents de la santé qui ne respectent pas l'éthique, qui ne respectent pas le serment, parce que ce sont des gens quand même qui prêtent serment, quoi. Donc, tout à fait. Le serment d'Hippocrate est devenu comme une sorte de discours. Oui. Voilà, et ce n'est plus un serment. Voilà, parce que les gens ne mesurent pas, en tout cas certains du moins ne mesurent plus ce que c'est que ou représente ce serment-là. Voilà. Merci. Voilà. Merci pour ce coup de gueule. Des différents quotidiens aujourd'hui, nous débutons par quel journal? Par l'Express du Faso. Nous allons à Bobo Dioulasso pour commencer. Hôpital de référence de Bobo, le joyau attendu dans 36 mois. Autant le dire, démission du DG de la Sotraco, lui au moins a eu le mérite. Dans la rubrique Vrai ou faux, les conseillers sont convoqués à l'arrondissement 7 de Bobo. Des démissions au NTD dans le Oué, c'est une interrogation. Et puis zone déguerpie au secteur 33 de Bobo Dioulasso, vendue selon certains. CAN Cameroun 2021, Kamou Malo a fait ses choix. Fête de fin d'année, prions et invoquons le prince de la paix, cardinal Philippe Ouedraogo. Et puis, fait de chez nous, Pascal, je suis morte, point de suspension, suite. Le journal Le Quotidien à présent, en 3 du drame de Yirgou, la difficulté dans le dossier, c'est la non-exécution des décisions de justice. Célébration de la Noël et du Nouvel An, mettons l'accent sur la prière et l'attention envers tous ceux qui souffrent, plutôt que les réjouissances populaires, cardinal Philippe Ouedraogo. Dans la rubrique digne d'intérêt, Yako, 7 ans de prison, dont 4 fermes pour le maïticien accusé de viol. Ouaga, de faux policiers volent la moto d'un étudiant. Et puis Niger, plusieurs morts dans une attaque près de la frontière burkinabé. FMI, la dette du Burkina allégée, et puis Soum, 3 terroristes abattus. À la une du quotidien toujours, mais pour terminer cette fois-ci, CAN Cameroun 2021, une liste de 29 joueurs sans plusieurs cadres. Aujourd'hui au Faso à présent, construction de l'hôpital de référence de Bobo Dioulasso, l'entreprise chinoise chargée des travaux à Setruel et Brouette. Wagner, les 15 et le Sahel, jeu d'échecs martial au Mali. Procès Thomas Sankara, Tenkodogo, le point de départ du scénario du 15 octobre 1987. Noël 2021, les messages de l'Église catholique et de la FEME. À la une des citoyens, on peut lire aujourd'hui, fête de Noël, des messages de solidarité avec à la une le cardinal Philippe Ouedraogo et le pasteur Henri Yé. Ministère en charge de la communication et de la culture, le mérite des 103 agents reconnus. Dans la chronique des citoyens, cette fois, j'écris au Christ. Nous passons au journal Le Pays, fête de la nativité, quand la Covid-19 et l'insécurité plombent les préparatifs. Noël est loin d'une fête confinée dans les églises et les maisons des chrétiens, selon le père Jean-Paul Sagadou. Le cardinal Philippe Ouedraogo appelle à la solidarité. Et puis, la Ligue islamique pour la paix au Faso offre un bélier au cardinal. Les Burkinabés n'ont pas le cœur à la fête.
C'est à lire à la une du journal Le Pays aujourd'hui. Événement du 15 octobre 1987. Blaise s'est collé à Thomas dans l'intention de prendre le pouvoir. Dixit, Abdul Salam Kabore, témoin. Dans la rubrique Popuri, Sotraco, les raisons de la démission du DG Pascal Tenkodogo. Et puis CAN 2021, 29 étalons pour préparer la bataille de Yaoundé. Nous terminons avec l'Observateur Palgam, édition de la Nativité, pensée aux déplacés internes et aux familles endeuillées, Cardinal Philippe Ouedraogo. On peut lire dans une lettre pour l'Aïe Noël, tous à la sobriété. La paix sociale vaut bien un tel verdict. Le maître du Ramoira s'en est allé, et puis les exhortations de la FEME. La FEME, c'est la Fédération des Églises et Missions Évangéliques. Pommes de terre à la crème fraîche et aux merguez. Couronne s'en ira à Noël. Et drame de Yirgou, 3 activités pour un anniversaire macabre. C'est ce qu'on peut lire à la une de l'Observateur Palga aussi ce matin dans son édition de la Nativité. Merci Elhaj. Retour sur quelques sujets d'actualité et l'insécurité fait toujours l'actualité au Burkina Faso. On parle donc de mort de VDP pour aller à Titao et bien sûr, parallèlement, on a assisté à la sortie du CISC. Oui, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Vous savez, ce qui est nouveau que les quotidiens n'ont pas ce matin, c'est la mort brutale de Lagi Yoro, grand VDP du Lorum. Vous savez, hier soir, l'information a circulé sous forme de rumeurs parce qu'une embuscade a été tendue à un convoi de commerçants qui était escorté par des volontaires pour la défense de la patrie et qui faisait le trajet Waïgia-Titaou. Donc du Yatenga au Lorum, parce que depuis quelques semaines, et presque tout le monde le sait, depuis quelques semaines, Titao est isolé pratiquement. N'eût été l'intervention aérienne suivie des renforts des forces de défense et de sécurité, la ville de Titao, chef-lieu de la province du Lorum, aurait été totalement isolée. Et donc, depuis quelques semaines, les VDP et les FDS font des pieds et des mains pour que la localité retourne à la normale. Et les VDP, ces derniers jours-là, selon les informations qui nous sont parvenues, ont fait le trajet plusieurs fois pour assurer la population que le tronçon était fréquentable et ont même déminé les derniers jours-là. En tout cas, au moins 3 mines anti-personnels ont été enlevés sur ce tronçon. Vous savez, une partie n'est pas bitumée du tout, en Waïgia et Titao, autour de 35-40 km. Et donc, à partir du moment où la route avait commencé à redevenir fréquentable, il fallait parer au plus pressé, entre autres, ravitailler la localité en vivres, en carburant, en tout cas en produits de première nécessité. Et c'est ce à quoi les VDP dont Yoro, très connu, célèbre VDP du Lorum, vaquait hier dans l'après-midi. Et donc, en quittant Waïgia avec un convoi de marchandises pour Titao, ces VDP-là sont tombés dans une embuscade. Et puis, jusqu'à hier nuit, on n'avait pas les nouvelles de Yoro. Nous, particulièrement, nous étions en contact avec des gens un peu proche de lui, parce que nous entendions l'interroger dans le cadre de la nouvelle année qui vient, pour comprendre un peu la situation de la localité et surtout le travail des VDP. Donc hier nuit, nous avons cherché les informations auprès de 1001 sources pour voir. Il y en a qui disaient qu'il était blessé, qu'il était en train d'être transporté à Ouagadougou. Il y en a qui disaient qu'il était mort. Il y en a qui disaient que son portable ne répondait pas. Il y en a qui disaient que c'est d'autres personnes qui décrochaient quand on appelait son numéro, jusqu'à ce qu'on ait la confirmation ce matin que finalement les ennemis ont eu raison de lui et que son corps est actuellement à la morgue de Titao. C'est vraiment dommage parce que c'était un symbole de la lutte
pour la défense du territoire du Loroum, mais du Burkina de façon générale. Il s'était engagé sans rien attendre du tout, ni de l'État, ni des autres. Il disait le faire pour sa patrie et la terre de ses ancêtres. Il s'est battu comme il pouvait. Les rares fois où moi j'ai entendu l'Ayoro parler, il disait qu'il avait commencé avec un fusil de chasse à défendre le Loroum jusqu'à ce qu'il puisse lui-même, de bataille en bataille, avoir quelques kalachnikovs qu'il utilisait pour se protéger et protéger pratiquement toute la communauté. C'était aussi un symbole de tous les groupes VDP de la zone, parce qu'il inspirait confiance, il les rassurait. Et il aidait beaucoup les forces de défense et de sécurité dans leurs opérations parce qu'il connaît bien la zone, à la fois la ville de Titao, mais également les localités environnantes et les communes de la province du Loroum. Et ça sonne vraiment comme une grande perte pour tous ceux qui sont engagés dans la défense du territoire. Ça tombe à un moment où le CISC a fait une sortie pour appeler l'entroi de Yirgou, ce qui est vraiment une bonne chose, parce que Yirgou, c'est un drame humain que tous les Burkinabés auraient voulu effacer de leur mémoire, sans pouvoir y arriver, tellement c'était grave. C'était une crise communautaire à la limite qui est partie évidemment d'actes terroristes, puisque c'est le chef qui a été assassiné avant que les choses ne s'emballent. Et donc c'est très important, surtout que le CISC manifestement a des preuves que le dossier judiciaire est bloqué, ne bouge pas, les décisions de justice ne sont pas exécutées comme il faut, et tout ça a le mérite d'interpeller les uns et les autres, tous ceux qui sont en charge du dossier, pour qu'on fasse la lumière sur le drame de Yirgou, sur lequel d'ailleurs il n'y a pas assez de consensus sur le nombre de victimes décédées. Le gouvernement parle d'une quarantaine, le CIS parle de 200 et quelques personnes massacrées. Mais c'est la justice qui peut nous aider à faire la lumière sur ce dossier. C'est pourquoi une fois de plus elle est interpellée. Maintenant, là où ça pose problème, cette sortie du CISC-là, c'est que le CISC en a profité pour dire, bon, il faut désarmer tous les civils qui sont armés, tout ça. Là, moi, j'ai des doutes là-dessus, parce que tant que la situation était normale au Burkina, est-ce que les civils étaient armés? Voilà. Je pense que c'est un principe de droit universel que de se défendre quand on est attaqué. Voilà, tant que les choses se passaient normalement, il n'y avait pas des gens qui venaient se servir chez d'autres parce qu'ils ne voulaient pas travailler, il n'y avait pas les corloués, tout. Tant que la justice faisait son travail, il n'y avait pas de civils armés. Tant que la police, la gendarmerie traitaient normalement les dossiers de larcin, d'escroquerie et puis de tout ce qui ressemble à ça, il n'y avait pas de problème. Mais à partir du moment où les gens commencent à douter de la bonne foi de l'élite qui devait participer à la sécurité, à la sécurisation de nos localités. Et là, les gens ont le devoir de se défendre. Je crois que les VDP, tout ce que vous voyez en armes là, en situation normale, on ne les verra pas. Et en situation normale, l'autorité ferait en sorte que ces choses-là n'arrivent pas. Mais s'il y a des gens qui peuvent venir de nulle part, massacrer un village et puis amener le troupeau ou tout ce qu'il y a comme bien, on ne sait où, mais les gens ont le devoir, c'est même pas un droit, c'est un devoir, voilà, d'organiser la résistance, de se défendre quoi qu'il arrive. L'autorité ne pourra rien contre ça. Donc sur ça, moi je suis totalement en désaccord avec la lecture du CISC. C'est vrai, ça participe des droits humains, mais encore que les droits humains nous participent, non. Encore que les droits humains doivent faire en sorte que nous soyons protégés, voilà, pour ne pas être obligés, voilà, de nous défendre. Tant que nous ne sommes pas attaqués, nous n'avons pas besoin de nous défendre. Et tant que nous serons sûrs que si nous sommes attaqués, il y a des gens commis à cette tâche-là pour nous protéger, nous n'aurons pas besoin d'avoir un pistolet, un couteau là ou une flèche. C'est totalement inopérant.
Voilà. Mais tant que l'État n'assumera pas son devoir de protéger tous les citoyens, dites-vous que les citoyens vont s'organiser comme ils peuvent. Hein, et ça, c'est totalement un réflexe humain. Ils vont s'organiser comme ils peuvent pour se défendre. Deuxième sujet, pour finir, nous parlons de cette conférence de presse du cardinal. Oui, le cardinal, vous savez, c'est une tradition. Le cardinal Philippe Ouédraogo livre un message de Noël et de Nouvel An à travers une conférence de presse. Et il a fait encore cette année. Le cardinal Philippe Ouédraogo a rencontré la presse hier pour passer le message de Noël, pour souhaiter bonne fête de Noël à tous les chrétiens, pour souhaiter bon nouvel an à tous les Burkinabés au monde entier et souhaiter plus de sécurité et de paix, quoi de plus normal, et également rappeler les instructions de l'Église concernant la messe, par exemple, de minuit ce soir, qui devrait finir plus tôt. Vous savez qu'avant, en temps de paix, la messe de minuit allait jusqu'à effectivement minuit du matin, mais depuis quelques années, l'Église catholique fait en sorte que les messes se terminent un peu plus tôt, vers 21h, vers 22h, pour que les gens regagnent leur domicile en toute quiétude. Il a rappelé l'aspect de son message qui nous interpelle tous les Burkinabés et au-delà. C'est là où il dit de plus faire de la fête un moment de solidarité, de penser envers les gens qui souffrent. Il pense probablement aux personnes déplacées internes, aux localités qui sont martyrisées, aux zones qui sont totalement en insécurité. Donc plus de solidarité envers ces personnes qui souffrent là, que de réjouissance. Et je crois qu'il a dit ça il y a déjà 2 ans. Il a dit encore l'année passée, il a dit que les Burkinabés des grandes villes, l'élite se comportait comme si il n'y avait pas péril dans la demeure. Nous continuons à manger, à boire comme d'habitude, alors que le danger était là, près de nous. C'était comme si c'était de l'insouciance. Et je crois qu'il a répété d'une certaine façon encore hier. Et c'est ce sur quoi nous devons insister pour dire oui, Noël normalement c'est le moment de la réjouissance, de la célébration de l'avènement du Christ. Le nouvel an, c'est la même chose. On est content de pouvoir passer une autre année. Mais souvenons-nous qu'il y a des gens qui n'ont pas eu cette chance. Souvenons-nous qu'il y a des gens qui n'auront pas à manger ou à boire au même moment. Souvenons-nous que nous sommes tous burkinabés et que nous avons un devoir de solidarité les uns envers les autres. Ça, c'est le message essentiel que moi je retiens de ce que le cardinal Philippe Ouédraogo a dit. Je pense que c'est le même message de la Fédération des Églises et Missions évangéliques, la FEME, les Églises évangéliques, et c'est le message aussi des prêtres et des pasteurs, des leaders religieux, des leaders coutumiers. Je crois la classe politique devrait pouvoir nous dire la même chose. On attendra de voir le message du président dans à peu près une semaine, mais ça doit être le message que nous devons tous porter et ça doit être le comportement que nous devons tous exprimer pour que les uns et les autres sachent que nous sommes un. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir vaincre l'ennemi. Je crois que tout n'est pas perdu. Je crois qu'il y a de l'espoir. Même dans le Loroum où aujourd'hui l'heure est au deuil après la mort de Yoro, je crois que le Burkina a encore tout à gagner. Voilà. Parce que ceux qui attaquent n'ont pas d'argument pour attaquer. Et la preuve, c'est qu'ils n'expriment pas leurs intentions. Par contre, le peuple burkinabé sait, j'imagine, d'où il vient, où il va. Il sait ce qu'il demande à ses gouvernants. Et donc, c'est une source de motivation et d'énergie pour gagner la bataille dans laquelle nous sommes engagés. Merci, Elhadj.